a été assez dense et particulièrement intéressant. Et j'imagine qu'il y a sûrement des questions que vous souhaitez poser. C'est toujours la première question la plus difficile. Personne? Là, je pense que c'était dense, hein, c'était dense. Moi, j'ai peut-être, alors j'en posais une ou deux questions à ce moment-là. Dans l'article que dans le livre que tu vas sortir prochainement, l'ordre électrique là, qui apparaissait sur un des slides, Fanny, tu mets en visibilité tu mets en visibilité l'effacement. C'est-à-dire que tu dis le système électrique a configuré un urbanisme qui il s'est mis en effacement, il s'est mis en retrait, il s'est mis à distance parce que les grandes centrales sont à l'extérieur. Bon, là, on est sur une infrastructure qui d'entrée de jeu est effacée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans les matinées précédentes, on a vu à quel point le système énergétique aussi avait été morcelé au départ avant de s'unifier, hein, notamment avec les travaux d'Alain Beltrand sur l'électrification de Paris et de sa banlieue. Donc l'infrastructure a été éclatée et s'est unifiée. Là, ce que Cécile dit à la fin, c'est on voit apparaître un mouvement, non pas d'éclatement, mais des formes de sécession, quoi. C'est quoi un peu la perspective qu'on pourrait faire de votre point de vue au niveau de l'évolution de ce sujet dans la représentation qu'on peut avoir dans la ville de l'infrastructure numérique? Comment vous pourriez... Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça va évoluer, ce mode de représentation? C'est une question qui est assez difficile. Sur la question de la place des infrastructures numériques dans la ville et dans les territoires, je pense qu'il y a un des sujets, et c'est lié aussi beaucoup à toutes les réflexions sur la souveraineté technologique et numérique et à la question de la confidentialité des données, qui fait que aujourd'hui, on a quand même énormément de données qui sont stockées à l'étranger avec des entreprises non françaises qui ont droit sur nos données. Donc, même s'il y a eu des clouds français qui ont été tentés, qui ont échoué dans les années précédentes, on pourrait tout à fait imaginer que certaines collectivités ou certains opérateurs publics portent des projets de data centers de proximité plus locaux. Et la Société du Grand Paris travaille aussi justement sur l'intégration dans les gares de petits data centers, ou moyens data centers, dont le modèle économique n'est pas encore trouvé, en discussion, mais qui aurait vocation aussi à s'adresser aux PME, aux TPE locales, aux collectivités. Donc, oui, tout à fait. Donc il y a une des dimensions, je pense que c'est celle-là, data center de proximité. À la Porte de la Chapelle, la ville de Paris a installé son data center dans un bâtiment mixte où on a aussi, je crois, sur le toit des équipements sportifs et des bureaux aux autres étages, en lien avec le réseau de chaleur de la CPCU, puisqu'on n'a pas aussi évoqué cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de questions, mais la récupération de chaleur dans les data centers, c'est un point aujourd'hui sur lequel on peut faire énormément de progrès, puisqu'il y a très peu de cas de récupération en France. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter. Ce qui vous a laissé le temps de réfléchir à une question, tiens, Daniel. Merci. Petite question pour faire le lien entre ce que tu disais à la fin, Cécile, le plaidoyer pour une consommation plus sobre allant vers la décroissance, et ce que tu montrais sur les exemples de Brooklyn ou de réseaux citoyens, francilien.net. Est-ce que dans ce mouvement-là, il y a aussi une réflexion sur l'empreinte matérielle? Parce que ce que tu évoquais, c'était d'avoir une réflexion qui serait à l'opposé de ce qu'on peut trouver chez les GAFA, mais qui, pour autant, reste dans une vision très consommatrice d'espace, consommatrice d'infrastructures, même si c'est dans une réappropriation citoyenne. Donc voilà, c'était juste pour savoir s'ils avaient développé une réflexion aussi sur ces aspects-là. Alors, on est justement en train de rencontrer beaucoup d'acteurs du numérique alternatif, où les questions environnementales et écologiques sont présentes, mais pas extrêmement développées et pas extrêmement objectivées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on n'est pas sûr, effectivement, que si on éclatait le stockage, de nouveau, finalement, comme au début d'Internet, dans nos ordinateurs chez nous, on ne sait pas quel impact énergétique ça aurait. Ce qu'on sait, en revanche, si on fait le parallèle potentiellement avec le fait de rapprocher les infrastructures électriques, par exemple, plus près des individus, c'est qu'on rapproche aussi la conscience qu'on a de nos consommations. Et la question encore plus de se réapproprier le fonctionnement numérique, qui fait très peur en fait, parce que ça paraît très très complexe, pourrait jouer dans ces changements des pratiques. Après, il y a aussi plein de réflexions en cours, et notamment, tu citais Valérie Peugeot, sur quelles sont les données à haute valeur ajoutée qu'on doit garder et celles qu'on doit jeter. En fait, aujourd'hui, on produit et on stocke tout. C'est-à-dire tout en se disant un jour ça va nous servir et un jour on va savoir les traiter. Et en fait, il y a des vraies questions à se poser là-dessus parce que, nous, ce que nous ont dit les opérateurs aussi de data center, c'est que eux, plus ils avaient une efficacité énergétique qui augmentait, plus ces gains-là étaient consommés. Ce qu'ils appellent le paradoxe de Jevons. Donc, en fait, si on n'a pas une réflexion plus poussée sur pourquoi on crée toutes ces données, qu'est-ce qu'on veut en faire, globalement, on ne pourra pas trop avancer. Moi, bravo vraiment pour ces deux exposés absolument passionnants. Moi, j'aurais une question sur comment vous voyez cette évolution de ces espèces de boîtes à chaussures, comme vous disiez, vous, en tant qu'architecte urbaniste, est-ce que vous sentez qu'il y a un début de prise de conscience à la fois de ces opérateurs de data centers et des clients de ces data centers pour qu'effectivement ils utilisent moins d'énergie et que finalement on ne soit pas dans cette logique où d'un côté on dit qu'on veut faire des économies d'énergie et tout le discours est là-dessus, et de l'autre côté on en développe, on accroît complètement la consommation d'énergie. Est-ce que vous sentez cette prise de conscience ou si elle n'existe pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle émerge davantage? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, d'ailleurs, pour qu'elle émerge? Là-dessus, à la fois on sent, on citait les GAFAM, mais les GAFAM, on n'a pas de data center de GAFAM sur le territoire français. Peut-être il y en a un qui s'installerait vers Saclay, mais ça, on ne sait pas. En tout cas, eux là-dessus ont aussi les moyens capitalistiques de faire des investissements et d'afficher. C'est Gary Cook de Greenpeace qui a fait un très beau travail et pas mal d'études là-dessus qui montrent qu'en termes d'énergie renouvelable, effectivement, ils arrivent à des chiffres qui sont tout à fait intéressants. Mais tu citais tout à l'heure le paradoxe de Jevons. Donc on voit que malgré tout, la croissance continue. Pardon ? Oui. Et après, les acteurs de la colocation, eux, concernant l'intégration spatiale, urbaine, paysagère, on a des exemples notamment à Plaine Commune, on va pas citer de nom, mais où en gros, ils développent leur objet, les relations et les discussions avec la collectivité sont très compliquées. Les collectivités n'ont pas forcément la connaissance et le savoir autour de ces objets. Donc en termes d'exigence, qu'est-ce qu'on peut demander? En termes d'intégration paysagère, on voit que c'est très limité. Pareil pour les réseaux de chaleur. Et la complexité, on voit que c'est des échelles de temps qui sont complètement différentes. Un opérateur de data center pense son retour sur investissement sur 2 à 5 ans. Et pour les collectivités, les réseaux de chaleur, c'est 20-30 ans. Donc là, on a des temporalité de projet qui ne fonctionne pas. Donc tant qu'on n'aura pas... alors ce qu'on a vu aux États-Unis qui était intéressant, mais c'est peut-être à cause de ces gros acteurs, c'est qu'on a des groupes, c'est peut-être moins sectoriel entre certaines collectivités, territoires, les industriels des data centers et même les opérateurs énergétiques locaux. Il y a beaucoup plus de communication ou de discussion. En France, c'est quand même très compliqué. Et sur les territoires qu'on a étudiés, notamment de Plaine Commune, on voit que oui, la collectivité est assez désemparée. Donc je pense que en termes de jeu d'acteurs, il y aurait beaucoup de choses à faire là-dessus probablement. Je voudrais savoir quel pourrait être l'impact, à votre sens, du développement de technologies dont on parle beaucoup, à la fois dans le domaine financier et dans le domaine énergétique, qui est celui de la blockchain, en termes de consommation. Et la question complémentaire, c'est
Vous avez évoqué la relocalisation des data centers. Ça signifie donc que leur implantation proche de mer froide, dans le nord de l'Europe, est quelque chose qui va cesser. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Sur la blockchain, Oui. je te laisse. Ouais. Sur la blockchain, effectivement, aujourd'hui, toutes les études qu'on a, elles montrent que c'est extrêmement consommateur d'électricité. Justement, moi, j'avais vu un petit reportage sur des containers data center pour la blockchain, justement dans l'Oregon, qui se développe à un rythme incroyable, de façon assez cachée aussi. Certains opérateurs disent, personnes qui travaillent sur la blockchain disent qu'ils sont en train de travailler sur des process, des POC, pour justement réduire la consommation énergétique, puisque c'est dû à des processus. Et d'une manière générale, l'informatique consomme aussi beaucoup d'électricité parce que les programmes et les langages de programmation sont souvent très lourds et très verbeux, beaucoup plus qu'au début d'Internet. Et ça, nous, on travaille aussi avec un collègue de l'INRIA qui s'appelle Laurent Lefebvre. Il y a beaucoup de progrès qui pourraient être faits aussi là-dessus. Juste sur la question des data centers et de leur localisation, aujourd'hui, ils sont toujours très intéressés par l'Irlande, la Hollande, et les pays scandinaves, non seulement parce qu'on peut faire du free cooling, c'est-à-dire refroidir avec l'air du dehors, mais aussi parce que fiscalement, il y a des grosses incitations qui sont faites. Donc en fait, il y a une sorte de concurrence qui n'est pas gérée par l'Union européenne, mais ça, on sait que ça existe sur plein d'autres aspects. Et c'était quoi l'autre question ? Voilà, parce que la relocalisation, oui, par rapport, aux questions de souveraineté technologique, c'est potentiel, mais c'est pas encore fait. C'est vraiment de la prospective. Mais on a un gros acteur enfin qui s'appelle OVH sur l'hébergement, qui du coup se positionne clairement sur ces dimensions-là. Et je me disais juste pour compléter, je pensais pour un petit complément par rapport à votre question de tout à l'heure, j'ai pas cité le très beau data center, et c'est vrai, d'EDF et aussi d'Orange qui sont à Val-de-Reuil, où c'est notamment l'agence ENIA, qui est une des 3 agences d'architecture qui travaille beaucoup sur ce qu'ils appellent les critical infrastructures, donc notamment les data centers. Ça fait partie des 3 agences qui en ont réalisé le plus en France, et où là on a des performances énergétiques qui sont excessivement intéressantes, mais c'est aussi parce que c'est une entreprise qui s'est engagée, et donc c'est pas la même histoire que quand c'est des data centers de colocation. Et là, on voit que effectivement, les entreprises ont la capacité d'innover pas mal, et en tout cas que ce soit aussi des vitrines et de pas mal acculturer, disons, autour de ce sujet. Voilà. Un grand merci Fanny, un grand merci Cécile. Je crois qu'on peut vous applaudir. Jérôme, désolé. Et je vous propose de continuer tout de suite avec Alain Beltran. Et le temps que Alain s'installe, j'ai continué à vous lire l'article de Roland Castro dans Le Monde. Il n'y a pas de raison. Donc, juste après, l'article dit « Pour faire ce Paris en grand », parce qu'on passe du Grand Paris au Paris en grand, quoi, une ville-monde jardin, résoudre de concert le défi climatique et l'urgence sociale, l'architecte Roland Castro a un credo, l'embellissement. Le beau est productif de valeur, écrit-il, quand beaucoup de lieux nous parlent avec désespoir, rage, haine et mépris. Alors en fait, un peu pour introduire votre intervention, Alain, est-ce que le beau, est-ce que l'harmonie servent de clé dans la quête de cité idéale que vous avez pu faire ? Est-ce que ça peut être le contrepoint d'une urbanité, pour reprendre les mots de Roland Castro, d'une urbanité pleine de désespoir, de rage, de haine et de mépris ? Merci. Oui, en effet, on va commencer par de l'harmonie.